Une nuit de 1942, sur un chemin de terre défoncé près de Rgève, une charrette s'est immobilisée dans l'obscurité. Le cheval a baissé la tête. De la cheminée de la cuisine roulante monte un filet de fumée, et dans la plaine gelée, les hommes sentent cette odeur avant même de distinguer la silhouette de la voiture. Depuis la tranchée, à 400 mètres de là, ils arrivent un par un, courbés en deux, l'estomac vide. Le repas chaud ne parvient jusqu'ici qu'une fois par jour, toujours dans le noir. Le jour, une charrette à découvert sur un terrain plat est touchée en quelques minutes. Le cuisinier plonge la louche dans la marmite et verse le contenu dans la gamelle. C'est une soupe au concentré, avec quelques céréales et des fibres de viande trop cuites. Le pain a été distribué le matin, et il n'en reste presque plus rien. Le soldat s'écarte, s'assoit sur l'affût d'un canon brisé et mange vite, en se brûlant, parce que dans 3 minutes, la gamelle sera froide. Il mange sans savoir qu'à 1,5 km à l'ouest, dans un abri en rondin, un autre homme ouvre à la baïonnette une boîte de viande qu'il n'avait pas le droit de toucher sans ordre. Il ne sait pas non plus qu'outre-Atlantique, un 3e soldat déchire un carton dans lequel quelqu'un a déjà compté et emballé son petit déjeuner, son déjeuner et son dîner. 3 armées, une seule guerre, et 3 réponses radicalement différentes à la question la plus simple qui soit sur le front. On peut acheter un fusil à l'étranger, on peut copier un char, mais on ne peut pas copier une ration, parce qu'elle n'est pas conçue par un ingénieur. Elle est façonnée par tout un pays à la fois. Ses surfaces cultivées, ses usines de conserve, ses chemins de fer et sa capacité à acheminer une cargaison depuis l'arrière jusqu'à la tranchée. Dans la gamelle du soldat, on peut lire combien l'État possède de grains, combien de fer blanc, combien de sucre et combien de kilomètres le séparent du front. La ration révèle aussi comment un État traite l'homme qu'il enverra à l'assaut demain. Dans l'armée rouge, le document fondamental a été établi à l'automne 1941, un ordre du commissariat du peuple à la défense qui répartissait les militaires en catégories, chacune soumise à des normes distinctes. La norme numéro 1 était destinée aux unités combattantes. Selon elle, le soldat en première ligne avait droit à 800 grammes de pain de seigle en saison chaude, 900 en saison froide, 150 grammes de viande, 100 grammes de poisson, 140 grammes de céréales et 30 grammes de pâtes, 500 grammes de pommes de terre et environ 300 grammes de légumes d'hiver, 30 grammes de graisse animale, 20 grammes d'huile végétale, 35 grammes de sucre, du sel, du thé, des épices. Et en bas de la liste, 20 grammes de makorka, le tabac grossier russe, des allumettes et du savon. La valeur énergétique totale atteignait environ 3400 kilocalories par jour. Modeste pour un homme qui creuse une terre gelée et part à l'assaut, mais pas catastrophique. Presque toutes les calories provenaient des glucides les moins coûteux à produire. Ce n'était pas un oubli, c'était la conséquence directe de ce dont le pays disposait. Le système allemand se divisait selon les circonstances plutôt que selon les catégories de personnel. La ration journalière complète comprenait environ 750 grammes de pain, 120 grammes de saucisson ou de fromage, 150 grammes de matière grasse, jusqu'à 200 grammes de confiture, environ 1 kg de pommes de terre et un succédané de café. La viande était intégrée au repas chaud, entre 140 et 250 grammes selon la catégorie. La valeur énergétique totale se situait autour de 3500 kilocalories. La ration de fer, elle, était conçue non pour rassasier, mais pour survivre. Biscottes, conserves de viande, concentré de soupe, café et sel. L'ouvrir sans ordre du commandant était interdit, avec les résultats qu'on imagine. L'approche américaine était la plus éloignée des 2 premières. Les États-Unis ont développé une gamme de rations adaptées chacune à une mission précise. La ration A, produits frais en cuisine fixe. La ration B, conserve préparée par une cuisine de campagne. La ration C, 6 boîtes individuelles, sans préparation,
entre 3000 et 3500 kcal selon la version. La ration K, 3 boîtes plates pour parachutistes et éclaireurs, environ 2800 kcal, conçues pour quelques jours au maximum. La ration D, 3 tablettes de chocolat de 113 grammes chacune, soit environ 1800 kcal au total, réserve d'urgence absolue. Et la ration 10 en 1, une grande boîte pour nourrir 10 hommes pendant une journée entière. Sur le papier, les 3 systèmes semblaient cohérents. Dans la réalité du front, chacun s'est heurté à ses propres limites, et ces limites n'avaient rien à voir avec les intentions des planificateurs. Dans l'armée rouge, le problème central n'était pas la norme elle-même, mais la chaîne qui devait la transformer en nourriture réelle. Entre l'entrepôt divisionnaire et la tranchée se trouvait le transport de convois, la cuisine roulante, le cuisinier, la route et les derniers centaines de mètres parcourus à pied avec un thermos sur le dos. Chaque maillon pouvait céder, et c'était presque toujours le dernier qui cédait en premier. La cuisine roulante à traction hippomobile ne pouvait pas s'approcher du front de jour. Sa fumée était visible à grande distance, et une charrette en terrain découvert représentait une cible immédiate. Le ravitaillement chaud s'effectuait donc de nuit, une seule fois par 24 heures, et il arrivait souvent refroidi, parfois pas du tout. Quand les unités avançaient rapidement et que les convois ne pouvaient pas suivre le rythme, les normes réglementaires cessaient d'avoir la moindre signification concrète. La saisonnalité aggravait encore la situation. En automne et en hiver, la part des légumes frais tombait pratiquement à zéro. Le pain gelait et se transformait en blocs durs que les soldats devaient hacher et réchauffer contre leur corps avant de pouvoir le mâcher. Ce qui figurait dans les rapports de l'arrière n'arrivait pas toujours dans les gamelles. La question des boulangeries de campagne est rarement évoquée, et pourtant décisive. 800 grammes de pain de seigle par soldat et par jour signifiait qu'il fallait cuire ce pain quelque part à l'arrière de la division. Les boulangeries formaient une structure à part entière, avec leur propre four et leur propre vulnérabilité. Une boulangerie détruite par un bombardement privait plusieurs milliers d'hommes de la base de leur alimentation le lendemain. Dans les périodes difficiles, la pâte recevait des additifs, son, farine d'orge, farine d'avoine. Le résultat était un pain lourd et humide qui moisissait en été en 24 heures. C'est précisément pourquoi les biscottes jouaient un rôle si important. Elles étaient le seul moyen de conserver des glucides, là où le pain ordinaire ne survivait pas jusqu'à la distribution. Du côté allemand, la situation a évolué radicalement selon les années. En 1940 et au début de 1941, le ravitaillement fonctionnait correctement. Puis 2 phénomènes sont apparus simultanément. L'allongement extrême des lignes de communication à l'Est et un déficit croissant en denrées alimentaires en Allemagne même. Les normes ont été réduites à plusieurs reprises. D'abord la viande, puis les matières grasses, puis le pain. Au cours des 2 dernières années du conflit, la ration réelle d'un fantassin allemand était sensiblement inférieure à ce que prévoyaient les règlements de 1941. La rupture la plus brutale s'est produite lors des encerclements. Dans la poche de Stalingrad, pendant l'hiver 1942 et 1943, le pont aérien ne couvrait qu'une fraction infime des besoins réels. La distribution journalière de pain est tombée à des niveaux auxquels un homme ne combat plus, il survit. Vers la fin, l'épuisement physique est devenu une cause de mortalité comparable aux pertes au combat. Il faut ajouter un élément sans lequel l'analyse resterait incomplète. Le commandement allemand avait prévu dès le départ que l'armée se nourrirait en grande partie sur les territoires occupés. Ce n'était pas une improvisation, c'était une décision consignée dans les documents officiels. Quand il ne restait rien à prélever sur place, toute la construction s'effondrait presque aussitôt. L'armée américaine, quant à elle, s'est heurtée à un type de rupture entièrement différent. Le problème n'était pas la quantité, mais la nature de ce qui arrivait aux hommes. La ration K avait été conçue pour quelques jours, au maximum. Dans les faits,
Des unités entières ont vécu sur cette ration pendant des semaines, parfois des mois, en Italie, en Normandie, sur les îles du Pacifique. 2800 kilocalories par jour. C'est insuffisant pour un fantassin en opération active. Le résultat a été une perte de poids généralisée, une fatigue chronique et une aversion profonde, quasi unanime, pour cette boîte en carton. Les tablettes de la ration D ont été délibérément rendues peu appétissantes. Le cahier des charges imposait qu'elles soient à peine plus agréables au goût qu'une pomme de terre bouillie, afin que le soldat ne consume pas sa réserve d'urgence, simplement par envie de sucrer. L'objectif a été atteint avec précision. Les soldats les décrivaient comme denses, pâteuses et presque amères, et une part significative d'entre elles finissait dans le fossé au bord de la route. 3 armées, 3 types de ruptures. Dans la première, entre la norme réglementaire et la route qui n'aboutissait pas toujours. Dans la deuxième, entre le plan initial et ce qu'il restait à prélever sur une terre épuisée. Dans la troisième, entre le calcul de l'ingénieur et l'homme réel qui refusait d'avaler la même chose 40 jours de suite. Pour comprendre pourquoi ces 3 systèmes ont pris des formes si différentes, il faut cesser de regarder les rations elles-mêmes et examiner ce qui les a produites, les conditions industrielles, géographiques et doctrinales propres à chaque pays. La logique soviétique devient lisible dès lors qu'on garde à l'esprit 2 réalités simultanées. En 1941 et 1942, l'Union soviétique a perdu une part considérable de ses terres agricoles, une fraction importante de son cheptel et la majorité de ses entreprises agroalimentaires situées à l'ouest du pays. Dans le même temps, l'armée était colossale, et le transport reposait essentiellement sur le rail pour les longues distances et sur la traction animale pour les derniers kilomètres. De ces 2 contraintes, la structure de la ration découle presque mécaniquement. La base du régime est constituée de ce que le pays produit en plus grande quantité et qui nécessite le moins de transformation, le grain et la pomme de terre. Les matières grasses sont animales plutôt que du beurre, pour les mêmes raisons économiques. Le système a misé sur la préparation chaude sur place, en cuisine de campagne. Ce choix permettait d'économiser le fer blanc, les usines de mise en conserve et les véhicules réfrigérés, qui n'existaient pas en quantité suffisante. Le prix de cette solution était la dépendance absolue du soldat à la cuisine roulante. Quand elle arrivait, il mangeait. Quand elle n'arrivait pas, il ne mangeait pas. La cuisine de campagne soviétique mérite qu'on s'y attarde, car c'est aussi un objet technique révélateur. 1 ou 2 chaudrons montés sur une charrette, un foyer en dessous, une cheminée. Le combustible, c'est le bois, ce qu'on trouve partout. La traction, c'est le cheval, qui ne consomme ni carburant ni pièces détachées. Ce n'est pas une solution de fortune, c'est une solution parfaitement adaptée à un pays qui manque de tout, sauf de forêts et de chevaux. La cuisine de campagne allemande était conçue avec davantage de précision technique, avec chaudron isolé, et dans les unités motorisées, elle était tractée par des véhicules automobiles. Les Américains, eux, ont progressivement adopté une logique différente, préparer les repas à l'arrière et les acheminer vers l'avant dans des conteneurs isothermes, plutôt que de faire avancer la cuisine jusqu'aux positions. Le système allemand trouve son origine dans un ensemble de conditions très différentes. L'Allemagne disposait d'une industrie agroalimentaire développée et d'une bonne capacité de mise en conserve, mais elle s'approvisionnait mal en matières premières et vivait dès les premières années du conflit en économie de guerre alimentaire. D'où la construction à 2 niveaux. Le niveau supérieur, la ration complète, fonctionnait selon un schéma traditionnel, avec préparation chaude et cuisine de campagne. Le niveau inférieur, la ration de fer, était un objet d'ingénierie pensé dans ses moindres détails. Poids minimal, durée de conservation maximale, indépendance totale vis-à-vis de toute infrastructure logistique. C'est la conséquence directe d'une doctrine. Une armée qui fonde sa stratégie sur des percées profondes et rapides par des unités blindées doit résoudre la question de l'alimentation de ces unités une fois qu'elles ont rompu le contact avec leurs arrières.
la réponse allemande combinait la ration portée par le soldat et le prélèvement sur les territoires occupés. Tant que la vitesse d'avance était élevée et que les terres traversées étaient riches, le système tenait. Dès que l'avance se figeait et que les champs avaient été brûlés ou vidés, le système s'effondrait presque instantanément. Le cas américain repose sur des conditions qu'aucune autre puissance ne partageait. Les États-Unis disposaient d'un excédent alimentaire structurel et d'une industrie de la conserve sans équivalent dans le monde. Mais ils faisaient face à une contrainte inconnue des autres belligérants. Chaque morceau de pain destiné à un soldat devait traverser un océan, puis parcourir encore plusieurs centaines de kilomètres sur une terre étrangère. Tout le reste découle de cette contrainte. Le produit doit être compact, résister à la chaleur tropicale, supporter les manutentions répétées et ne nécessiter aucune réfrigération. On met en conserve tout ce qui peut l'être. On développe une gamme plutôt qu'une norme unique et on laisse au commandement local le soin de choisir. La ration américaine est moins un aliment qu'un produit logistique. Elle a été conçue pour la cale d'un navire de transport, pour un camion et pour un soldat qui ouvrira sa boîte seul dans une forêt inconnue. Le fait qu'elle soit difficile à supporter au-delà de 2 semaines consécutives s'est révélé être un effet secondaire que personne n'avait anticipé et que la guerre a mis en évidence de façon brutale. La façon dont une armée nourrit ses hommes révèle directement comment elle conçoit la guerre qu'elle mène. Une armée qui planifie des opérations longues et statiques mise sur la cuisine roulante. Une armée qui planifie des percées rapides mise sur la ration portée. Une armée qui projette ses forces à des milliers de kilomètres de ses frontières mise sur le conditionnement industriel et la longévité du produit. 3 visions de la guerre, 3 formes de gamelle. Il existe une couche de l'histoire du ravitaillement militaire qu'aucun règlement ne mentionne, et elle est souvent plus révélatrice que les normes officielles elles-mêmes. C'est ce que les soldats échangeaient, trouvaient, achetaient et jetaient en dehors de toute procédure réglementaire. Dans l'armée rouge, le premier élément à considérer est le pré-bail. Aux côtés des chars, des avions et des camions, des millions de tonnes de denrées alimentaires ont transité depuis les États-Unis et le Royaume-Uni vers l'Union soviétique tout au long du conflit. L'élément le plus visible était la viande en conserve américaine, que les soldats soviétiques avaient surnommé le deuxième front, une expression ironique, mais sans animosité, qui faisait allusion à l'ouverture tardive d'un véritable second front en Europe occidentale. Outre la viande, le pré-bail apportait de l'œuf en poudre, du lait concentré, des matières grasses, du sucre et de la farine. Ces apports ne pouvaient pas se substituer à la production intérieure soviétique, mais dans certains mois de certaines années et sur certains secteurs du front, ils atténuaient des pénuries là où les ressources nationales ne suffisaient pas. Le deuxième ressort non réglementaire était la prise de butin. La capture d'un entrepôt ennemi constituait un événement, et les conserves, les galettes et surtout le chocolat trouvé à l'intérieur disparaissaient en quelques minutes. Les concentrés alimentaires allemands et les emballages hermétiques étaient particulièrement appréciés, précisément parce que l'armée rouge n'en disposait presque pas. Un soldat soviétique, qui mettait la main sur une boîte de conserve allemande bien conditionnée, la gardait avec autant de soin qu'une cartouche supplémentaire. Le troisième mécanisme était l'échange interne. Le fumeur troquait son sucre contre du tabac grossier. Le non-fumeur faisait l'inverse. Ce phénomène se retrouvait dans les 3 armées sans exception. La ration individuelle n'était jamais vécue comme un tout indivisible. Elle était immédiatement décomposée en éléments dont chacun avait une valeur d'échange propre selon les besoins de chaque homme. Dans l'armée allemande, un élément jouait un rôle considérable que les sources de l'époque mentionnent constamment: les colis envoyés de chez soi. Ils contenaient ce que la ration de campagne n'offrait pas: du pain de fabrication domestique, des charcuteries régionales, des confitures, parfois de l'alcool. Pour un homme installé dans une tranchée à l'est depuis des mois, l'arrivée d'un colis constituait un événement d'une importance disproportionnée par rapport à son contenu calorique. Il faut mentionner ici un produit distribué massivement aux soldats et aux aviateurs allemands:
des comprimés de pervitine, un dérivé de méthamphétamine aux puissantes propriétés psychostimulantes. Entre 1939 et 1945, plus de 200 millions de comprimés ont été distribués à la Wehrmacht et à la Luftwaffe. Les soldats les surnommaient Panzerschokolade, soit le chocolat des tankistes, en raison de la rapidité avec laquelle ils dissipaient la fatigue et maintenaient l'homme éveillé pendant plusieurs heures consécutives. Ces comprimés ont joué un rôle documenté dans la rapidité des offensives blindées des premières années de la guerre. Les effets secondaires, dépendance, épuisement brutal au moment du contre-coup, troubles du sommeil persistants, n'avaient pas été évalués sérieusement au moment de la mise en distribution. Du côté américain, la principale monnaie d'échange non officielle était la cigarette. Elle figurait dans la ration, elle ne se dégradait pas rapidement, et elle était universellement désirée. Dans l'Europe libérée à partir de 1944, un paquet de cigarettes américaines permettait d'obtenir une quantité considérable de biens et de services. Une véritable économie parallèle s'est développée sur cette base, que le commandement a tenté de réguler, sans résultat durable. La deuxième particularité américaine est l'ampleur du gaspillage. Lorsque la ration est abondante mais répétitive, les soldats commencent à trier. Les galettes, la poudre de citron et les tablettes de la ration D se retrouvaient en quantité notable le long des routes de progression. Le service d'intendance le savait et travaillait en permanence à réviser la composition des rations. C'est cette pression des retours du terrain qui a conduit à plusieurs reformulations du contenu de la ration K au cours des années 1943 et 1944. Partout, dans les trois armées, existait enfin ce qu'on pourrait appeler le ravitaillement de terrain. La pêche à la grenade dans un cours d'eau, le potager discret creusé près d'un abri, les pommes de terre ramassées dans un champ abandonné, l'oiseau abattu en marge d'une patrouille. Ces pratiques étaient officiellement réprouvées partout. Elles se produisaient partout et continuellement. Les commandants le savaient, fermaient généralement les yeux, et parfois organisaient eux-mêmes ce que les règlements interdisaient. Ce n'était pas de l'indiscipline, c'était une adaptation pragmatique à une réalité que les normes réglementaires ne couvraient pas complètement. Les pertes non liées au combat constituent la partie la plus sous-estimée de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Elles disparaissent dans les bilans généraux, les mémoires les évoquent à peine, et pourtant, une alimentation insuffisante ou trop uniforme a frappé les armées de façon constante, silencieuse et mesurable. Dans l'armée rouge, la période hivernale et printanière produisait un ensemble prévisible de pathologies. L'absence prolongée de légumes frais et de verdure entraînait le scorbut et d'autres formes de carence en vitamines. Les médecins militaires soviétiques documentaient chaque hiver une recrudescence de cas groupés dans les unités stationnées sur les secteurs les plus exposés, là où le ravitaillement en légumes était le plus aléatoire. Mais il existait une autre affection, bien connue des soldats eux-mêmes et redoutée par les commandants: la dégradation brutale de la vision au crépuscule, que les Russes appelaient la cécité nocturne. La cause en était un déficit en vitamine A, et ses conséquences opérationnelles étaient immédiates. Un éclaireur qui ne voyait plus dans la pénombre était inutilisable. Une sentinelle atteinte de ce mal n'assurait plus sa fonction. Un conducteur de colonne nocturne privé de vision crépusculaire représentait un danger pour lui-même et pour ses camarades. Le service médical des armées soviétiques a développé des réponses pratiques à cette menace. Décoction d'aiguilles de pin, préparation à base de levure, huile de foie de morue distribuée en campagne. À l'échelle d'un front entier, ces mesures représentaient un effort logistique à part entière, pas un détail de médecine de garnison. Dans l'armée allemande, la dégradation s'est installée progressivement, à mesure que les normes étaient revues à la baisse et que les distances d'approvisionnement s'allongeaient. L'hiver 1941 à 1942 sur le front de l'Est a produit une combinaison particulièrement destructrice. La sous-alimentation et le froid s'y renforçaient mutuellement de façon mécanique. Un homme insuffisamment nourri
supporte moins bien les températures extrêmes, parce que son organisme ne dispose pas des réserves nécessaires pour maintenir sa température corporelle. Un homme qui a froid consomme davantage de calories pour compenser les pertes thermiques. Dans les unités encerclées, ce cercle vicieux transformait l'épuisement d'un facteur aggravant en cause directe de mort. Les témoignages des survivants de la poche de Colm, encerclés pendant 105 jours au début de 1942, décrivent des hommes dont le poids avait chuté, au point de rendre le port de l'équipement douloureux. Certains ne pouvaient plus creuser, non par manque de volonté, mais parce que leurs muscles ne répondaient plus. Le commandement allemand recevait ces informations et ne pouvait pas y répondre autrement que par des promesses de ravitaillement aérien qui couvraient une fraction infime des besoins réels. Dans l'armée américaine, le prix payé était d'une nature différente, moins dramatique en valeur absolue, mais significatif par ses effets systémiques. Une alimentation prolongée sur ration allégée conduisait à une perte de poids progressive, à une baisse de l'endurance physique et à une dégradation du moral que les officiers de santé consignaient dans leurs rapports avec une régularité préoccupante. En Italie, au cours de l'hiver 1943 à 1944, plusieurs unités d'infanterie engagées dans les combats de montagne ont signalé des pertes d'efficacité directement attribuables à l'insuffisance calorique de la ration K, prolongée sur plusieurs semaines. Ce constat a pesé dans les décisions de révision du contenu des rations prises au cours des années suivantes. Il existe une face inverse de ce problème, évoqué très rarement dans les récits de la guerre, mais que les médecins militaires des trois armées ont rencontré de façon répétée. Le passage brutal d'une longue période de sous-alimentation à une nourriture normale peut être aussi dangereux que la privation elle-même. Les hommes sortis d'encerclement, les prisonniers libérés et les détenus des camps retrouvant de la nourriture après des mois ou des années de famine ne pouvaient pas absorber une ration ordinaire sans risquer des complications graves. Les médecins devaient les réalimenter avec une extrême prudence, en petites doses progressivement augmentées, sous surveillance médicale constante. En 1945, lorsque les forces alliées ont libéré les camps de concentration et les camps de travail, ce problème est devenu une urgence médicale d'une ampleur sans précédent. Des centaines de milliers de survivants ne pouvaient pas être simplement nourris. Ils devaient être réalimentés selon des protocoles précis, faute de quoi leur organisme, habitué à fonctionner avec un minimum, ne supportait pas le retour brutal à l'abondance. Les équipes médicales américaines et britanniques ont développé sur le terrain, dans l'urgence, des procédures de réalimentation qui n'existaient pas encore dans les manuels. Un dernier constat traverse les rapports médicaux des trois armées sans exception. L'homme qui mange mal ne s'affaiblit pas seulement sur le plan physique. Il se dégrade aussi en tant que combattant, dans des domaines qui ne dépendent pas directement de sa force musculaire. Sa vitesse de réaction ralentit, sa capacité de concentration diminue. Il commet davantage d'erreurs en faction, il supporte plus difficilement la peur et l'attente. Les médecins soviétiques, allemands et américains ont tous tiré la même conclusion de leurs observations de terrain. L'alimentation est une composante de la capacité combative, pas une question de confort. Il y a enfin un effet que ne mesurent pas les kilocalories. Un repas chaud une fois par jour, c'est aussi le seul moment de la journée où un homme s'assoit, pose son équipement et cesse, pour 10 minutes, d'être un soldat. Les trois armées l'avaient compris, et toutes les trois ont consenti des pertes, en cuisiniers, en chevaux, en véhicules, pour que ce moment existe aussi près du front que possible. En mai 1945, quelque part sur une route d'Allemagne, un soldat américain a ouvert une boîte de la ration C et l'a mangée, assis sur le capot d'un camion arrêté, au soleil, sans se dépêcher. Il n'attendait pas le prochain bombardement. Il n'écoutait pas les obus. La boîte avait le même goût que toutes celles qu'il avait ouvertes depuis 2 ans. Mais cette fois, personne ne tirait. C'est peut-être la seule circonstance dans laquelle une conserve froide peut avoir le goût d'une victoire. Merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin sur l'Arsenal de l'Histoire. Si ce format vous a intéressé, laissez un commentaire pour nous dire quel aspect vous a le plus surpris. Et abonnez-vous pour ne manquer aucune prochaine analyse.